Bonjour et bienvenue Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un nouveau programme à l'Université Saint-Paul. On va aussi discuter d'une enquête qui a été menée dernièrement par Statistique Canada sur l'emploi, sur tout ce qui a rapport avec la population active. On va en parler durant la prochaine heure. Et tout de suite, pour commencer, j'ai une question à vous poser. De quel livre vous chauffez-vous? Et puis ça, c'est le thème du Salon du livre de l'Outaouais, la 41e édition. Puis avec moi, Clara Lagacé, qui est la responsable des programmations. Et puis c'était toi qu'on voulait avoir parce que franchement, la programmation, elle est comme ça, là. Puis on se perd un peu. Il y a tellement de choses à faire pour ces 4 jours. Hein. Je suis contente d'entendre ça. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me parler un peu du thème déjà pour commencer? Oui, donc on a choisi cette année de quel livre tu te chauffes. Oui. Parce que le salon du livre de l'Outaouais, c'est un salon qui s'inscrit donc dans tous les salons au Québec et c'est le seul qui se passe au cœur de l'hiver. Okay. Donc on voulait se réchauffer. Exactement. De quel livre tu te chauffes? C'est un appel à ce que les gens viennent se réchauffer avec nous à l'intérieur du Palais des Congrès. Puis c'est aussi un thème qui, bien évidemment, joue avec l'expression de quel bois tu te chauffes, oui. Qui signifie montrer de quoi on est capable. De quoi on est capable, oui. Qu'est-ce qu'on a en dedans de nous, là? Exact. Donc, de quel livre tu te chauffes, c'est appelé à une littérature qui est engagée et engageante. Ça vous a pris du temps pour trouver ça ou... c'est toujours de longues réunions. C'est sorti comme ça. Parce que je pense que c'est un événement que, je dirais, tous ceux qui sont amoureux de lecture, que ce soit les maisons d'édition, les librairies et tout, là, c'est un événement que tout le monde attend parce que c'est la possibilité qu'ils ont de pouvoir avoir un cœur à cœur, si je peux le dire, avec les gens qui les lisent. C'est super bien dit. Ouais, je pense que le salon du livre, le SLO, permet un lieu de rencontre pour les visiteurs avec les auteurs, autrices. C'est l'espace d'échange sur scène, mais aussi pendant les dédicaces, quand on peut arriver un peu plus près puis rencontrer les auteurs qu'on aime. Il y a toujours des nouvelles personnes qui ont peut-être pas vécu l'expérience puis se disent, ça comme tu l'as mentionné, ils se disent non, ce serait juste comme aller voir des gens qui ont exposé des livres, mais non, il y a tellement d'activités qui entourent. Là, tu as parlé de scène parce qu'il y aura des dialogues, des discussions, ça on va en parler un peu plus tard, mais je suis juste curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi ces invités d'honneur qu'on connaît. Donc on a Mishka Lavigne que j'ai reçu ici, il y a Monsieur Jean Boisjoli et une troisième dame. Pourquoi vous avez choisi cela? Oui, donc chaque année, le salon met à l'honneur un représentant de l'Ontario français. Okay. Donc cette année, c'est Monsieur Jean Boisjoli, auteur de Moi, Sam, Elle, Janice, aux éditions David. Oui. Puis aussi une représentante, donc cette fois-ci de l'Outaouais, donc Mishka Lavigne. Donc ça, c'est pour bien représenter la région, donner une voix à la littérature d'ici. Ensuite, on a aussi toujours un président ou une présidente d'honneur. Cette année, c'est Naomi Fontaine, qui est une autrice qui nous arrive de Québec, originaire de la communauté Uashat, qui a écrit l'essai Shuni, qui est sur son expérience, dans le fond, en tant qu'Inu à Uashat. Donc, elle sera présidente d'honneur du prochain salon. D'accord. À cette belle bande, il se rajoute encore d'autres invités d'honneur. OK, donc finalement, on se retrouve avec combien d'invités d'honneur? C'est rempli, ça. Ah ben, avec la présidente, il y a 7 autres invités d'honneur. D'accord, donc ça fait un 8 invités d'honneur. Et c'est quoi les rôles des invités d'honneur? C'est comme un double rôle. Nous, on leur fait un honneur, évidemment. Honneur, oui, définitivement. On les présentant au public, mais ils deviennent aussi les porte-parole du salon pour la durée du salon et des activités du salon. Donc, eux, ils sont les gens qui vont mettre en lumière les activités et la littérature durant les 4 jours. D'accord. Durant les 4 jours, les événements qu'on va avoir, par exemple, ça commence le 27, là. Oui. Ce qu'on va avoir le 27, c'est parce qu'est-ce qu'on va avoir le 28? Ça change vraiment. Oui, tout à fait. Donc, le salon, c'est du 27 février au 1er mars au Palais des Congrès de Gatineau. 4 jours? Oui. OK. Tous les jours, il y a des activités sur scène, en salon. Il y a aussi des activités hors les murs qui viennent complémenter les activités qui sont présentées au Palais des Congrès. Il va nous rester quelques secondes, là, mais j'aimerais juste qu'on essaie de mentionner au monde combien déjà d'auteurs on attend. Je sais que c'est plus d'une centaine, là, mais j'arrive même pas à avoir le nombre. Pendant les 4 jours du salon, on va avoir près de 500 auteurs et autrices. 500? Qui nous viennent d'un peu partout? Oui. Partout au Québec, au Canada francophone, qui vont venir pour passer les 4 jours avec nous au Palais des Congrès. D'accord. Donc, ces auteurs-là, ils viennent. Le but, comme tu as mentionné, c'est vraiment d'aller vers eux pour discuter. J'ai vu un reportage dernièrement sur un salon, je pense, il y a 4 ans ou 5 ans passés, où est-ce qu'il y avait une jeune demoiselle, là. Vous faites aussi honneur à la jeunesse. Oui, on fait honneur à la jeunesse, je pense, avec une programmation jeunesse, donc axée pour les jeunes, des auteurs qui écrivent pour les jeunes, mais il y a aussi une place au salon pour
que les écoles viennent présenter aussi ce qu'ils ont accompli. Donc, entre autres, cette année, on va recevoir le Centre d'excellence de l'Ontario avec l'école La Salle qui vont venir présenter une boîte poétique. Donc, vous pourrez venir voir le travail de ces jeunes en salon durant les 4 jours. Alors, je vais te garder avec moi, Clara, parce qu'on va prendre une petite pause et juste après, on va continuer de parler de toute la programmation parce que tu travailles fort dessus, là. Oui. On se voit juste après la pause et vous aussi, je vous demande de rester avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Afin d'éclairer votre choix en cette période électorale, TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription d'Orléans afin d'entendre le programme électoral. Débat des candidats d'Orléans, ce soir 18h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De quel livre est-ce que vous vous chauffez? C'est la question que vous pose le Salon du livre de l'Outaouais. Je suis encore avec Clara Lagacé, qui est responsable des programmations et qui me disait qu'on avait une panoplie d'activités. Et le côté jeunesse m'intéresse beaucoup parce que ça permet, je dirais, là, aux jeunes de s'intéresser de plus en plus à la lecture. C'est pas quelque chose de plate, la lecture, là, parce qu'il y en a de tout genre. Tout à fait. Non, c'est vraiment pas quelque chose de plate. Ouais. Il y a des activités sur scène, donc il y a des auteurs, des animateurs qui vont venir faire des spectacles aussi pour les jeunes en salon. Quand on parle de spectacle, on parle de quel genre de spectacles? Musicaux, comme théâtre, du théâtre? C'est comme des spectacles autour des livres, quand même, toujours. Donc, il y a l'autrice Atchoum, qui est un personnage qui vient faire des spectacles sur scène. C'est pour les plus jeunes? Oui, c'est pour les petits. Okay. C'est ça. Donc, en termes de programmation jeunesse, il y a aussi Daniel Coutu, qui est un magicien bien aimé de la région, qui va venir faire un spectacle de magie littéraire aussi. D'accord. Tu me parlais tantôt, avant la pause, d'une boîte de poésie, c'est ça? Oui, c'est une boîte poétique? Exact. Ça va être une installation créée par les élèves de l'école La Salle qui va être présente et que les gens pourront visiter, en faire l'expérience tous les jours du salon. D'accord. Il y a aussi des discussions panels qu'on veut mentionner. Comment ça va se passer avec les auteurs? Donc, il y a des programmations sur scène. On a 3 scènes au salon pendant la durée des 4 jours. Donc, j'invite les gens à consulter le carnet en ligne sur notre site web. OK, il est déjà disponible? Oui, déjà disponible. Puis là, ils peuvent se faire un peu une vue d'ensemble de ce qu'ils veulent voir en salon, puis ça leur permet d'avoir un programme personnalisé. Parce qu'une journée, là, je suis pas sûre qu'on puisse voir tout. Là, il y a 500 auteurs qui sont là, je pense pas. Non, malheureusement, il faut faire des choix, mais ça va toujours être des choix intéressants. Alors, qu'est-ce que je voulais demander, c'est par rapport aux différents genres littéraires que vous avez. Est-ce qu'ils seront regroupés comme dans le même coin ou vraiment c'est une balade que tout le monde doit faire pour découvrir qui offre quoi? Deuxième réponse. Ouais. Deuxième réponse, définitivement. Alors, comment vous préparez, votre équipe, pour recevoir tout ce monde qui s'en vient pour les 4 jours? C'est une bonne question. On est une petite équipe et on est accompagné de 150 bénévoles qui sont avec nous, corps et âme, et qui nous aident vraiment beaucoup à accueillir tout le monde. Donc, on les remercie.
Oh oui, on va les remercier aussi. Bon, merci beaucoup, Clara. Donc, si on a des informations à voir, je pense qu'il faut juste aller sur le site web. Puis, je voulais pas oublier aussi de mentionner qu'il y a possibilité de pouvoir avoir un pass, je pense, avec la STO, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est encore temps d'acheter un bracelet passeport qui donne accès gratuitement à la STO pour les 4 jours du salon. D'accord. Merci encore, Clara. Et puis, bonne chance. Je vais te laisser aller travailler parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se préparent là. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui s'en vient pour le Salon de l'île de l'Outaouais, www.slo.qc.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec un économiste de Statistique Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Monsieur Bertrand Houel-Leveillé, qui est économique à Statistique Canada. Et avec vous, on va parler d'une enquête que vous avez, sur laquelle votre équipe et vous avez travaillé, sur le marché du travail et la population active. Un sujet très intéressant. Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu dire de nos petites discussions avant qu'on entre en ondes, c'est il y a vraiment une histoire derrière cette recherche-là. Ça date pas d'aujourd'hui. Non. En fait, d'abord, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous inviter. En fait, l'enquête sur la population active présente des données sur le marché du travail aux Canadiens depuis 1946. Initialement, c'était lors, dans le fond, du retour des soldats de la guerre. Et en fait, c'était afin de regarder l'impact de la transition d'une économie de guerre vers une économie de paix. D'accord. Et depuis ce temps, en fait, le Statistique Canada publie des données sur le chômage, sur l'emploi. Et en fait, de façon continuelle, de façon mensuelle depuis 1976, à chaque mois. De façon mensuelle. Et puis pour ça, on doit vraiment remercier les 100 000 personnes qui travaillent chaque mois sur cette enquête, les 100 000 Canadiens qui répondent à nos questions et qui nous permettent, dans le fond, de publier ces statistiques qui sont très importantes pour plusieurs aspects de la société. Je suis sûre que quand vous faites vos recherches, là, vous ne vous tenez pas seulement aux résultats ou, je dirais, aux réponses que vous avez sur le temps présent. On peut faire juste comme des comparaisons avec qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Donc, depuis 1945-46 que vous m'avez mentionné, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? En fait, au niveau de l'enquête, vous voulez dire? Oui, au niveau de l'enquête. En fait, évidemment, à l'époque, nous n'avions pas des questionnaires électroniques comme nous avons maintenant. Oui, il fallait peut-être cogner au compte, je suppose. Oui, en fait, ça se fait encore de nos jours, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est certain qu'il y a des entrevues téléphoniques, comme pour plusieurs enquêtes, plusieurs sondages. Mais de plus en plus, on incite les gens à répondre de façon électronique. Souvent, c'est plus simple pour eux, parce qu'ils peuvent le faire à leur convenance. Puis c'est plus simple pour nous aussi, pour compiler, analyser les résultats, tout à fait. Et puis, quand vous parlez des 100 000 personnes, on va aller tout de suite là. Comment est-ce que vous sélectionnez les gens que vous voulez interroger en fonction de l'âge, du sexe, puis peut-être même de la profession, hein? En fait, on essaie de représenter la population canadienne dans son ensemble le mieux possible. Okay. Donc, on a certaines informations de base sur l'âge des Canadiens, sur les régions où ils habitent, sur leurs revenus, on a un peu d'informations là-dessus au préalable. Et puis, on sélectionne, dans le fond, 56 000 ménages
qui contiennent 100 000 adultes canadiens. Et puis, on s'assure que ces gens-là, dans le fond, dans notre processus d'estimation, représentent la population canadienne en général. C'est une très grosse enquête, mais il y a 30 millions de personnes au Canada, un petit peu plus que ça. Donc, on veut s'assurer que les 100 000 personnes qu'on a échantillonnées représentent l'ensemble de la population canadienne. Donc, ça inclut aussi peut-être les immigrants aussi qui sont venus s'installer ici. Ah, bien sûr, absolument. Puis les immigrants, on le voit dans les dernières années, contribuent d'une façon extraordinaire à l'augmentation de l'emploi au pays, absolument. Donc, les immigrants sont inclus dans notre enquête. Il y a quelques exceptions qui ne sont pas inclus. On parle de gens qui sont, par exemple, dans des institutions comme des prisons, etc. Mais sinon, on essaie de couvrir l'ensemble de la population canadienne. Mais on s'entend là que oui, bon. C'est ça. On est tellement d'accord. Alors, quand vous commencez à faire un sondage, je veux dire ça, votre enquête pour le sondage, faites juste discuter avec ces personnes-là au téléphone pour le questionnaire, il dure combien de temps? En fait, je vous dirais que ça dépend vraiment... De la personne avec qui vous parlez? Exactement, tout à fait. Ah ouais? Dans certains cas, si la personne est, par exemple, aux études à temps plein, le questionnaire va être beaucoup plus court. Ouais. Mais si vous êtes dans un ménage où il y a un ménage multigénérationnel, où vos parents et vos enfants sont sur le marché du travail également, à ce moment-là, si chacune des personnes du ménage répond, ça peut prendre un petit peu plus de temps. On pose des questions liées à la profession, liées au salaire. On pose des questions pour les gens qui ne travaillent pas. Depuis quand êtes-vous au chômage, par exemple, ou pour quelles raisons vous ne travaillez pas? On pose des questions sur le nombre d'heures travaillées. Ça nous permet de publier une série de statistiques sur différents sujets qui sont intéressants en elles-mêmes, mais qui sont aussi utilisés par d'autres programmes, que ce soit gouvernementaux, que ce soit privés, pour leurs propres besoins. Donc, vous parlez de différents sujets qui sortent de cette enquête-là. L'un d'eux, c'est le marché du travail, comme on l'a mentionné. C'est quoi les autres? On va revenir sur le marché du travail, mais c'est quoi les autres? En quoi ça vous aide, cette enquête, pour d'autres sujets? Bien, par exemple, cette enquête-là, c'est vraiment la base. C'est un des principaux blocs du processus de l'assurance-emploi. Donc, le processus d'assurance-emploi est basé en partie sur les taux de chômage des différentes régions du pays. En fait, je vous donne un exemple, en fait, même peut-être plus concret que ça. Récemment, je discutais avec un collègue de Service correctionnel Canada. D'accord. Et son rôle à lui, c'est de designer des programmes de réinsertion pour les détenus. Donc, de réinsertion dans la communauté. Dans la communauté, exactement. Et puis, ce qui l'intéressait, c'était de déterminer dans quel secteur d'activité, pour quelle profession, y a-t-il une demande? Y a-t-il une croissance, une demande dans les régions? Et donc, nos données, les données du marché du travail, peuvent aider à aider dans ce genre de situation. Donc, ça peut aider des gens qui sont dans, par exemple, différentes municipalités qui veulent déterminer dans quelle mesure les choses vont bien ou moins bien du point de vue du marché du travail dans leur région. Donc, il y a une multitude d'utilisateurs. Puis nos données sont faites d'une façon relativement standard à travers les différents pays. Donc ça nous permet aussi de faire des comparaisons à l'international également. Alors, comment se porte notre population super active ici au Canada? En fait, je vous dirais qu'en 2019, on a atteint le taux de chômage minimal depuis qu'on a des données comparables. À 5,4 % le taux de chômage au Canada en mai était à son plus bas. C'est 5,5 actuellement dans nos données publiées en janvier. Donc, on peut dire qu'à ce niveau-là, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Puis, en fait, je pense qu'on a un visuel là-dessus, on a un graphique. Oui. C'est où on a le taux de chômage à travers le temps. Et puis, ça nous donne ici, exactement. Et puis, ça nous donne, dans le fond, ça démontre que, exactement, vous l'avez ici, ça démontre en fait que le taux de chômage est au plus bas actuellement. Moi, j'ai voulu l'avoir imprimé là pour bien vous poser mes questions. Oui, je le vois clairement là. Et puis, vous voyez que les moments où ça va le moins bien, où le taux de chômage est le plus élevé, je devrais dire, c'est au moment des crises économiques. Donc, vous avez exactement... En 1982. Exactement, au début des années 80, donc, il y a eu un choc pétrolier qui a amené des difficultés économiques, mais aussi en 2008, plus récemment. Un tout petit peu aussi en 2012, si je ne m'abuse ici. Oui, en fait, c'est ça. Il y a eu deux effets. Il y a eu un effet de la récession en 2008-2009, où on a vu le chômage qui était très bas augmenter quand même rapidement en quelques mois. Puis on a eu aussi une petite augmentation, surtout dans les provinces de l'Ouest, aux alentours de 2016, lorsque le prix du pétrole a chuté, donc des emplois dans le secteur, des secteurs liés au pétrole, l'exploitation de pétrole. On a eu un petit peu des pertes d'emplois à ce niveau-là aussi. Mais en ce moment, le chômage est au plus bas au pays. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle. On va s'applaudir au moins.
Donc là, quand vous mentionnez que l'enquête a pu permettre ça permet à d'autres personnes de l'utiliser et de savoir c'est dans quel domaine qu'il y a une demande. Je suis juste curieux de savoir, selon vous, là, c'est quoi les domaines qui sont en demande actuellement? Peut-être 2-3 domaines qu'on pourrait mentionner parce que... Bien, en fait, on voit une croissance forte dans le domaine, dans différents domaines des services. Donc, il y a une génération, 2 générations. L'emploi dans le secteur manufacturier était prévalent en Ontario. 1/4 de la population ontarienne, en fait des employés ontariens dans le secteur manufacturier. Maintenant, le secteur de la santé est à la hausse. On a une population vieillissante et on a une augmentation du nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Mais aussi de façon très intéressante, très positive, je trouve, le secteur des services professionnels techniques. Quand on parle de technique? On parle des informaticiens beaucoup. Okay. On parle d'autres choses aussi, on parle des comptables, etc., mais des informaticiens en particulier. Et puis, ce sont des professions qui sont généralement mieux payées que la moyenne. Et puis, on a une forte croissance dans les dernières années dans ce genre de secteur-là. Donc, c'est, je pense, intéressant de noter qu'on a une croissance pas juste des emplois, mais aussi des emplois bien rémunérés. Mais en même temps, quand vous avez parlé des manufacturiers, c'est aussi, ça reste en demande. Parce que je discutais, je pense, avec le professeur d'un collège, là, dans ce domaine des métiers, puis il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup qui venaient pour les différents programmes. Pourtant, c'est en demande. C'est tout à fait en demande malgré tout. Ouais. C'est tout à fait en demande malgré tout. En fait, l'emploi manufacturier en Ontario représente encore 10 % de l'emploi total. Mais ça représentait 25 % de l'emploi total il y a 40 ans. Donc, c'est encore un secteur très important. En fait, je vous dirais qu'il y a plus de gens qui travaillent, pensez à ça, il y a plus de gens qui travaillent dans le secteur manufacturier de la province, en Ontario, que de gens qui travaillent au Manitoba, au complet, toutes professions confondues. Wow. Donc, le secteur manufacturier ontarien, même s'il y a un certain ralentissement de l'emploi, est quand même extrêmement important pour l'économie de la province et du pays en entier. Vous savez quoi, je vais vous garder, on va aller à la pause et puis on va revenir pour parler de ces belles enquêtes. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'enquête sur la population active et le marché du travail. Une belle enquête menée par Statistique Canada et puis avec moi, M. Bertrand Ouellet-Léveillé, qui est économiste là-bas. Puis là, on a discuté un peu de comment vous avez mené cette enquête, de qu'est-ce qu'il en ressort. Mais il y a un point qui m'a intéressé, c'est le taux d'activité. Paraît-il qu'il y a plus de travailleurs âgés actuellement qu'auparavant? Ah, tout à fait, tout à fait. D'abord, la population vieillit, les baby-boomers, en fait, vieillissent, se rapprochent de la retraite. Mais ce qui moi, m'a marqué, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que non seulement la population vieillit, mais les gens, dans les groupes d'âge un peu plus âgés, ont une propension à travailler qui est beaucoup plus grande que la génération précédente. On devient plus paresseux. Non, c'est plutôt l'inverse. Donc, les gens travaillent plus. Ah, la précédente! OK. Exactement. Donc, si vous regardez le graphique ici, vous savez qu'entre ceux qui sont dans le groupe d'âge entre 60 et 64 ans, par exemple, actuellement, il y a plus de la moitié de ces gens-là qui sont actifs sur le marché du travail, alors qu'il y a 20 ans, c'était un peu plus du tiers. Donc,
non seulement il y a plus de gens plus âgés, mais ces gens-là travaillent plus. Je vous dirais, en plus de ça, que l'âge de la retraite, en 2019, a dépassé le 64 ans pour la première fois depuis 1984, je crois. Donc, l'âge de la retraite est à un niveau relativement élevé à comparaison aux dernières années. Est-ce que ça va continuer? Je pourrais pas vous le dire. Je vais faire la confidence que je pense que oui. Parce que j'ai entendu une discussion, là, j'ai pas voulu jouer l'indiscrète, mais de quelques invités qui étaient ici. Et puis, la dame a mentionné la même chose que vous dites. En fait, oui, on travaille beaucoup, mais rendu à la retraite, on n'a pas envie d'arrêter. Fait que soit ils sont bénévoles quelque part, ou soit ils continuent de travailler temps partiel. Fait qu'ils n'arrêtent pas, ils peuvent pas. Ça, c'est un bon point. Je suis certain qu'il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi les gens choisissent de revenir travailler. Certains vont prendre leur retraite puis vont revenir pour différentes raisons. Certains ne vont jamais quitter. Un des facteurs, un petit peu comme on discutait avant la pause, c'est que les gens vont de plus en plus travailler dans des secteurs des services. Des services, ouais. Et qui sont peut-être plus propices à des gens qui sont un petit peu plus âgés, parce qu'ils sont peut-être moins physiquement demandants dans certains cas que... On pourrait parler, comme vous avez mentionné, services de santé, être à l'accueil dans un organisme ou je sais plus, dans un hôpital, ça c'est pas si demandant que ça, mais ça nous reste toujours actifs en fait. Alors là, c'est pour les travailleurs, la tranche d'âge, on se dit que ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça permet à l'économie de tourner quelque part là. Ben en fait, ça peut être vu comme une bonne nouvelle, mais ça dépend vraiment des circonstances de chacun. Peut-être qu'il y a certains de ces gens-là qui auraient préféré prendre leur retraite plus tôt. Mais à cause de certains facteurs qu'on ne connaît peut-être pas, comme vous avez mentionné, là. C'est ça. C'est un sujet d'étude très intéressant. Je ne suis pas un expert nécessairement de ce sujet-là, mais c'est définitivement quelque chose qui vaut la peine d'être étudié en profondeur. Pourquoi les gens travaillent-ils, en fait, plus longtemps qu'avant? Alors, on va revenir alors à votre expertise. Puis là, vous avez annoncé une bonne nouvelle. On est à 5,5, donc en fait, de taux de chômage. Ça, c'est bon. Puis moi, en tant qu'inclus, là, que je vous disais tantôt, ce serait bien si on arrivait quand même à 0, mais vous m'avez dit que c'est pas quelque chose de possible, quelque part, en théorie. En pratique, plutôt. En pratique, exactement. Au Canada, on n'a jamais été proche d'atteindre le 0%. À Ottawa, en ce moment, en fait, on est à 4,3 %. Donc, c'est beaucoup plus bas que la moyenne canadienne. Puis, il y a des régions du Québec où c'est encore plus bas. Donc, les régions du centre du Québec, où on a Drummondville, Victoriaville, c'est extrêmement bas. Puis, ça l'a été depuis, je dirais, une bonne année, 2 ans. Par contre, le 0, c'est utopique. C'est utopique de penser ça. Il va toujours y avoir une certaine quantité de gens qui vont perdre leur emploi pour une raison ou pour une autre. Les finissants du collège, université, des écoles secondaires qui vont chercher un emploi, puis pendant une certaine période de temps, qui peut être très courte, mais pendant une certaine période de temps, ils vont être au chômage essentiellement. Puis la définition de quelqu'un qui est au chômage, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui cherche un emploi. C'est pas nécessairement quelqu'un qui veut pas travailler ou... Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui reçoit de l'assurance chômage, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas d'emploi qui chercherait à travailler. On va toujours avoir une certaine portion de gens dans ces circonstances-là, qui sont entre 2 jobs, qui sont à la retraite puis qui veulent revenir, qui terminent leurs études puis qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, par exemple. Il y a plein de circonstances qui expliquent pourquoi c'est pratiquement impossible d'arriver à 0%. Mais les niveaux actuels sont parmi les plus bas jamais enregistrés au pays et dans plusieurs régions du pays également. Donc ça, c'est quand même bon. Et puis là, vous mentionnez tantôt comme les différents genres de chômage. Ça peut être pour plusieurs raisons. Mais je vous demandais tantôt là, la différence entre la demande, c'est-à-dire la demande dans le domaine de l'emploi et les gens qui sont au chômage. En fait, il y a une demande. Vous avez mentionné dans plusieurs domaines tantôt. Mais comment on n'arrive pas à faire la connexion pour que ces gens-là puissent avoir du travail? C'est un challenge, c'est un défi très important de notre société, de s'assurer que les gens qui ont l'expertise sont disponibles pour remplir des postes, et puis les postes sont effectivement bien ouverts à eux, ils sont au courant de tout ça. Il y a peut-être des soucis de communication dans certains cas, effectivement. Puis, des postes disponibles, on a mentionné le secteur de la santé, évidemment. On a mentionné les services professionnels. Mais vous savez, c'est un secteur en changement perpétuel. Donc, vous êtes dans un programme de formation particulier, et puis là, votre formation prend un certain temps. Quand vous arrivez sur le marché du travail, quelles sont les opportunités qui vont être là 5, 6, 10 ans après que vous ayez commencé vos études dans le domaine? Aussi, on pourrait inclure en même temps et l'emploi et les gens qui sont au chômage, on pourrait inclure aussi les écoles, les universités, les collèges. Parce que si on doit se réajuster à chaque fois que les domaines évoluent, il faut que les collèges aussi qui donnent les cours se réajustent. Et c'est justement
des utilisateurs de nos données de Statistique Canada. Ça, c'est bon. C'est les ministères de l'Éducation, les commissions scolaires, les universités, afin qu'ils soient capables de définir des programmes de formation qui soient adaptés aux besoins. Et puis, donc, on encourage justement les gens à utiliser nos données, que ce soit les données de l'enquête sur la population active, les données du recensement. Le prochain recensement est en 2021 et j'encourage ici formellement en direct, entre nous, tous les Canadiens de remplir leur questionnaire du recensement. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important pour nous tous. On a un troisième graphique et puis je suis bien curieuse de savoir... Qu'est-ce que ça veut dire, si vous pouvez me l'expliquer? Vous le voyez à l'écran ici. Oui, en fait, c'est un petit peu ce qu'on discutait avant la pause. J'exprime ici qu'en Ontario, le quart de la population qui travaillait en 1979 travaillait dans le secteur manufacturier. Et puis, c'est rendu 10 Là, on le voit 2019. Clairement sur le... Donc, vous voyez le déclin de la colonne en bleu ici. Puis, vous voyez une augmentation graduelle de la colonne en orange, qui sont les soins de santé, puis une augmentation aussi des services professionnels. Je vous dirais néanmoins qu'en Ontario, comme au Canada, le secteur qui a la plus grande quantité de personnes en emploi, la plus grande quantité d'employés, c'est, sans surprise, le secteur du commerce. Donc, commerce de détail, commerce de gros, il y a toujours une forte demande. Dans notre enquête sur les postes... Avec la société, ça change tout le temps, là. On a toujours besoin de nouvelles affaires. Exactement. Et puis, même dans notre enquête sur les postes vacants, qui est une autre enquête que nous menons, on constate qu'il y a toujours des postes à combler dans le secteur des services. Une autre chose que j'aimerais mentionner à propos des postes vacants, vous parliez de la relève tout à l'heure un petit peu. Dans le secteur du camionnage, en fait. Donc, c'est un secteur qui... J'avais jamais pensé sérieusement à... Oui. En fait, les camionneurs sont parmi les professions les plus âgées au pays. Il y en a un très grand nombre. Il y en a un très grand nombre qui ont en ce moment plus de 55 ans et qui, veut pas, vont approcher de la retraite. Mais il y a une très forte demande. Donc, en termes de type de profession pour lesquels il y a des postes vacants actuellement, il va y avoir des postes vacants dans les quelques prochaines années. Le transport, le camionnage est un secteur où il va y avoir une demande définitivement. C'est pas seulement les secteurs de haute technologie, des secteurs, disons, qui existaient il y a 40 ans, mais pour lesquels il y a encore une très forte demande. Donc tout ça, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire par rapport aux camionneurs, aux manufacturiers? Oui. Tout ça, c'est vraiment disponible dans l'enquête, qu'on peut la voir? Oui, en fait, le Statistique Canada publie plusieurs enquêtes sur le marché du travail. L'enquête sur la population... Vous avez dit à chaque mois, c'est ça? Oui, à chaque mois, on a des nouvelles informations. Des nouvelles informations, donc des gens qui participent à nos enquêtes et qui acceptent de partager leur information. On les remercie encore une fois. Et puis, à chaque mois, on a des nouvelles données sur le chômage, sur l'emploi, par industrie, par profession, sur les heures travaillées. Donc, tout à fait, oui. Oh mon Dieu, vous avez travaillé très fort. Vous n'étiez pas seul, hein? On va au moins aussi saluer. Vous avez invité les Canadiens à participer au recensement. On va aussi remercier toute l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. Vous étiez combien à travailler sur tout ça? Je peux pas répondre à votre question, mais je sais que c'est les intervieweurs, ceux qui sont au téléphone avec nos répondants, qui sont les plus nombreux, qui font une grande partie du travail. Puis leur travail à eux est extrêmement crucial. Puis chez nous, à Statistique Canada, on a plus d'une centaine de personnes qui travaillent de près ou de loin avec l'enquête sur la population active, en plus des intervieweurs. Donc on va demander aux gens de quand même prendre l'appel et puis participer aux interviews qu'on leur fait, parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. En fait, c'est pas seulement bon pour nous à Statistique Canada, on pense que c'est bon pour les Canadiens en général. Oui. C'est de l'information qui est pertinente pour la population. C'est peut-être pas évident au moment où vous répondez aux questions, mais ça l'influence. Les programmes de formation, ça l'influence... la demande en emploi et tout. Exactement. Ça a une influence avec les immigrants qu'on reçoit, ça a une très forte influence sur, par exemple, le taux de change. Donc, quand on a des bonnes données économiques, des données positives, des chômages bas, donc le dollar canadien s'apprécie. Donc, nos données ont un impact important dans plusieurs secteurs, et puis il y a sûrement des tonnes de secteurs auxquels je n'ai même pas pensé. Des gens que je ne connais pas, qui regardent nos données, qui les utilisent d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, M. Bertrand. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à aller prendre connaissance de qu'est-ce que vous avez fait comme travail. Alors voilà, maison, comme j'ai mentionné, www.statcan.gc.ca. C'est le site web que vous devez visiter, peut-être pourquoi pas à chaque mois, pour savoir comment évolue le marché du travail ici au Canada. Après la pause, on parle d'un programme à l'Université Saint-Paul, l'innovation sociale. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag, au bon milieu des herbes folles. Je divague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton hey. Ce matin, non, j'écouterai pas ton De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un nouveau programme à l'Université Saint-Paul, le programme d'innovation sociale, parce qu'il est tout nouveau. Avec moi, son directeur par intérim, il est le professeur d'innovation sociale à l'école Élisabeth Bruyère et vous êtes aussi directeur par intérim, M. Tremblay. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'était long comme titre. Hein? Mais vous avez réussi, vous l'avez bien dit. Oui, mais il faut réussir à le dire parce que vous m'avez mentionné que c'est un programme qui est tout bébé, je crois qu'il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans, en fait, c'est une belle histoire, c'est qu'on a obtenu un don de 2,5 millions de dollars pour démarrer une école d'innovation sociale. C'est un don des Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui est une congrégation qui fête depuis hier son 175e anniversaire. Et bien voilà, nous, on a été très chanceux et chanceuses de recevoir ce don à l'Université Saint-Paul pour démarrer un programme qui a pour but, admettons que je devais dire les choses simplement, de former des étudiants et des étudiantes pour changer le monde pour le mieux et pour combattre des problèmes sociaux, notamment, par exemple, la pauvreté. Est-ce que c'était quelque chose qui était demandé par vos étudiants ou, je ne sais pas, par la communauté? Bien, moi, vous savez, et vous venez de parler de la situation de l'emploi au Canada, ce qui ressort beaucoup du côté des étudiants, c'est on veut des emplois, on veut une vie qui a un sens, qui nous apporte... On ne veut pas travailler machinalement. Exact. On ne veut pas être complètement aliéné, faire des affaires, pour pouvoir avoir une paye et puis ensuite, payer son loyer, rentrer, c'est tout. Non, on veut construire quelque chose qui a du sens. Et nous, ça nous a interpellés. Mais de l'autre côté, on avait des organismes de tout genre. Ça peut être des ONG, ça peut être dans le secteur public, ça peut être des mouvements sociaux, des organismes communautaires, qui nous disaient, on a besoin d'un renouvellement de notre main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, elle doit comprendre à la fois pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on veut améliorer le sort des personnes immigrantes, par exemple, ou améliorer le sort des femmes, mais on veut aussi qu'elle ait des capacités à, disons, gérer, organiser mieux nos organisations. Et donc, on a mélangé ensemble à la fois les sciences sociales qui permettent de comprendre des enjeux sociaux, bien sûr, et à la fois la gestion. Et comprendre qu'est-ce qui se passe dans les organisations, être capable de faire un budget, être capable de gérer des ressources humaines, avoir toute une série de compétences pour pouvoir être de bons innovateurs sociaux, disons, c'est un terme un peu étrange, mais surtout des bons organisateurs qui font que notre société va mieux et qu'on règle des problèmes sociaux. Alors, qu'est-ce que ça prend pour un étudiant d'aller dans votre programme en innovation sociale? Bien, vous savez, on a plusieurs... De l'engagement? Oh, eh bien, ça, c'est sûr. Des gens qui sont complètement désengagés et qui ne s'intéressent pas à l'avenir de notre société, ils ne seront pas contents chez nous. Ils ne trouveront pas quelque chose. Cependant, des gens de n'importe quel âge et de n'importe quelle provenance peuvent venir chez nous parce qu'on a une variété de programmes. Ça va du certificat jusque bientôt au doctorat. Oh! Alors, des gens peuvent... En 3 ans, hein? Mais alors là, on a une variété de temps aussi à chacun de nos programmes. Parce que, bien sûr, on peut faire un doctorat, un baccalauréat en 3 ans ou en 4 ans, dépendant d'où on vient. Mais on peut faire aussi un diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire pour les professionnels, qui se disent...
moi, j'aimerais ajouter... Un tout petit peu plus. Oui, une petite année d'études supérieures parce que, bon, j'ai fini mon bac il y a quelques années, mais j'aimerais me réorienter ou j'aimerais peut-être partir un nouveau projet. Eh bien là, on a un diplôme d'études supérieures qui dure une seule année, 5 cours qu'on peut faire le soir après le travail. Donc, on a vraiment prévu quelque chose pour eux et pour elles quand il est question d'améliorer leurs compétences. Et ensuite... Mais là, si on veut aller plus loin dans le monde universitaire, on peut faire une maîtrise et éventuellement, à partir de 2021, un doctorat en innovation sociale. Donc là, un étudiant arrive, il commence il entre dans le programme, il est mordu. Comment ça se passe? C'est quoi les cours que vous offrez? C'est quoi leur expérience en salle de classe? C'est assez différent de ce qu'on vit dans une salle de classe ordinaire. OK, dites-moi, de quoi c'est pas du tout la même chose. Vous me faites peur. Vous avez raison parce que ça les surprend aussi, nos étudiants et nos étudiantes, quand ils débarquent chez nous. Deux choses les surprennent. La première, c'est qu'on ne fait pas comme toutes les universités où, vous savez, vous avez 5 cours en même temps, un le mardi, l'autre le jeudi, etc. Et pendant une semaine, vous avez tous vos... C'est fatigant aussi. Ben oui, et ça fait qu'on doit se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Exact. Nous, ce qu'on fait, c'est tout simple. On dit, il n'y a qu'un cours. Il dure 3 semaines. Vous êtes avec un seul prof, avec tous les mêmes étudiants, et vous suivez ce cours-là. Une fois que les 3 semaines sont finies, vous avez fini ce cours, vous passez au suivant avec un autre prof, et vous gardez la même cohorte. Ce qui fait que pour nous, ça peut vous sembler anodin comme ça, mais pour nous, les profs, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut dire, voici ce qu'ils ont appris dans ce premier cours, on va aller plus loin tout de suite, on va même pouvoir continuer un travail. C'est un continuum avec... Exact. Pendant 2 ans, ils ont exactement toujours la même chaîne. Ils sont obligés de prendre les mêmes cours un après l'autre. Et nous, on adapte notre enseignement à comment la cohorte avance ou ralentit. Et c'est de tout petits groupes, hein? C'est une vingtaine d'étudiants. Donc, on peut bien les connaître, bien s'adapter, bien offrir un enseignement qui est personnalisé pour ces étudiants et étudiantes-là. Mais la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on leur permet de faire des projets. C'est pas seulement un enseignement. C'est à ça que j'allais venir, parce que je sais que chez vous, vous faites beaucoup de pratiques et tout. On est très les deux mains dans l'activité et dans l'action. Donc, nos étudiants qui arrivent et qui disent « Moi, j'aimerais démarrer une organisation, je sais pas moi, un café coopératif où on fait des activités culturelles. Bien, on peut lui dire « Très bien, pour tes évaluations, tu peux, admettons que tu es dans un cours de comptabilité des organisations sociales, bien, tu peux faire la comptabilité, le budget de ton organisation, et c'est ça qu'on va évaluer. De la même façon, si c'est dans des cours à moi je donne par exemple des cours en communication, tu peux faire le plan de communication de ton organisation, et c'est celle-là que je vais évaluer. Donc, la personne sort avec un plan de communication prêt pour le projet qu'elle est en train de faire. Donc, chaque étudiant a droit à faire un projet ou c'est vraiment des projets en groupe qu'ils font? Ça dépend de leur envie. C'est-à-dire que la première année, on pousse généralement vers le fait qu'ils fassent un projet en commun. Parce que s'ils sortent du secondaire, s'ils sortent du cégep ou du collège, ils n'ont pas toujours en tête un projet défini. Par contre, si on leur dit, bien, réalisez ce projet-là, sûrement qu'à la 2e année, à la 3e année, là, ils vont avoir appris, puis ils vont avoir l'eau à la bouche, ils vont avoir le goût de monter leur propre projet. En tout cas, c'est notre espoir. Ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont monter des projets plus tard dans leur vie. Dans ce cas-là, qui vont aller travailler avec d'autres organismes, ça c'est correct aussi. Et c'est une des options qu'on a quand on sort en innovation sociale, c'est d'aller prêter main forte à des organisations qui font déjà du changement social, qui sont déjà en train d'améliorer notre société. Mais pendant la cohorte, est-ce qu'ils se déplacent vers des organismes pour voir un peu? Et en fait, il y a les deux. D'un côté, il y a des organismes qui viennent chez nous parce qu'ils sont très intéressés souvent à avoir de nos étudiants venir travailler chez eux. Exact. Et ils veulent qu'on adapte aussi nos programmes à leur réalité. Et ça, c'est tout à fait logique. Hein? Vous en parliez avec le marché de l'emploi. Il est logique pour nous de s'adapter à ce qui se passe dans notre communauté. De l'autre côté, nous, on envoie nos étudiants de façon obligatoire, à la fin de leur 2e année, faire un stage dans des organisations déjà existantes. Une obligation qui est déjà comme voulue, là, parce que si vous venez dans le programme, c'est pour ça. Bien sûr, nos étudiants sont ravis, vont faire le stage, en territoire national, mais peuvent aussi aller à l'étranger. Il y a la moitié de ma cohorte cette année qui s'en va faire sa dernière année d'études à l'étranger. D'accord. Alors, il y a un grand intérêt pour connaître le monde. Et moi, j'ai fait la même chose quand j'étais au baccalauréat. Alors, j'ai compris tout à fait de sortir du Canada et d'aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger pour revenir grandi de cette expérience-là, bien sûr. Je vais vous garder, on va aller à la pause parce que la discussion est trop un peu intéressante. On revient juste après la pause pour toujours parler du programme d'innovation sociale auquel vous êtes invité à vous inscrire. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en train de parler du programme d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul avec M. Tremblay, qui est professeur, mais qui est aussi directeur par intérim du programme, qui ont parlé de tout ce que les étudiants pouvaient apprendre. Ils pouvaient prendre comme aptitude avant de se lancer dans ce milieu-là, et c'est incroyable. Hein? Bien, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété de choses dont ils ont besoin. Nos étudiants sortent du secondaire, sortent du collège, ont le goût de pouvoir avoir une expertise, une capacité d'action dans le monde. Donc, nous, on doit leur offrir une variété de choses. Bien sûr, on leur offre des cours en sciences sociales. On est dans une faculté de sciences humaines. On leur apprend quels sont les problèmes d'inégalité dans notre société, de pauvreté, bien sûr de racisme, bien sûr de sexisme. Il y en a plein de problèmes. Il y en a beaucoup de thématiques. Ben oui, il faut aborder ça. Mais c'est pas la seule chose qu'on veut faire. Et c'est là qu'on se différencie de plusieurs programmes en sciences humaines. C'est qu'on leur apporte aussi des outils. Okay. Donc, pas seulement des capacités d'analyse, qui est super important, mais également des capacités de transformation. Donc, par exemple... Qu'est-ce qu'on entend par transformation? Ben voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire, on leur apprend, par exemple, à prendre des décisions ensemble. Hein? Okay. On va leur dire, ben voilà comment tenir une réunion. Voici comment prendre une décision. Voici comment respecter ses collègues, écouter ses collègues, être disponible, mais aussi ne pas être juste dans l'écoute, être aussi dans l'action et dans la prise de décision et dans la capacité collective à bouger. Mais également apprendre à négocier, parfois dans un milieu de travail, parfois avec un gouvernement, parfois avec un bailleur de fonds. Comment monter un plan financier? Comment se dire, bon, j'ai un super projet, je veux faire ça, mais comment je vais chercher le financement maintenant? Eh bien, on trouve à la fois pour des étudiants au baccalauréat, mais aussi pour des étudiants qui viennent nous voir parce qu'eux ont un projet à eux et ils sont rendus ailleurs dans leur vie. Peut-être ils ont 40, 50 ans, ils se disent, je veux réorienter ma carrière. Ils ont juste besoin de réajuster le fusil. Et d'aller chercher quelques compétences qu'ils n'ont pas nécessairement eues dans leur formation ou dans leur parcours professionnel. Donc, on a voulu créer des programmes très diversifiés. Et c'est ça c'est une grande chance, ça ne s'est pas donné à tout le monde dans le monde universitaire, de pouvoir créer un département. Mais nous, on s'est dit, si je devais aller aux études, qu'est-ce que je voudrais comme programme? Et c'est sur ça qu'on l'a bâti. J'allais aller pour vous demander, c'est quoi que vos étudiants apprennent concrètement, mais j'ai ma réponse là. Parce qu'avec tout ce que vous avez mentionné, là, c'est comme, ils ont un beau bagage. Et puis, intéressant, vous avez parlé du fait que ces étudiants sont quelque part formés pour apporter à la société. Donc, ils organisent et tout, mais avec tout ce que vous avez mentionné comme aptitudes qu'ils peuvent avoir, on peut travailler même dans une société, puisque apprendre à gérer une réunion, ça se fait dans toutes sortes de domaines. Ça peut tout à fait. Mais en fait, il y a des gens du secteur privé qui nous approchent déjà. On est une toute petite université, une toute petite école, mais il y a des gens du secteur privé qui disent les compétences que vous transmettez à vos jeunes, j'en ai besoin chez moi. Mais c'est la même chose dans le secteur public. Je rencontrais une collègue du ministère de l'Immigration récemment qui disait, mais on a exactement besoin de cette formation-là que nos fonctionnaires n'ont pas pu avoir parce que le type de programme que vous faites, ça n'existait pas avant. Ben voilà. Alors, on a voulu faire connaître cette vision-là parce que
quand je vous dis innovation sociale, comme vous tantôt, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, on a voulu écrire un livre pour pouvoir dire aux gens qu'est-ce que ça veut dire l'innovation sociale. On a appelé ça tout simplement Manuel pour changer le monde. Et on a voulu, en 150 pages, très court, tout le département qui a travaillé tout le monde ensemble. Donc, on s'est mis tous les profs ensemble, les 7, et on a dit, on va écrire ensemble un livre qui est écrit d'une seule voix. Vous allez, c'est pas plein de textes épars, ça se lit assez bien. Pas plusieurs thématiques aussi, c'est juste quelques petits chapitres, faciles à lire, simples, et qui vous expliquent qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on voit qui est l'innovation sociale. Vous avez des chapitres qui parlent à la fois d'économie, mais qui parlent aussi de pratiques de terrain, de fondation d'entreprise. On a vraiment une variété de sujets qui sont abordés là-dedans. Et d'ailleurs, on va être au Salon du Livre de l'Outaouais dont vous parliez. Très bon lien, oui. Fait que je suis sûre que quand vous l'avez vu, je serai avec vous là, le 27. C'est sûr. Le jeudi et le dimanche, on sera là pour signer nos livres, mais aussi parler avec le public. Donc, les professeurs seront tous là ou ce sera juste vous? Moi, je vais y aller jeudi et mon collègue va y aller dimanche. Alors, cet outil-là, ce livre que vous avez fait, vos étudiants forcément travaillent avec ça, je suppose. Hein? Bien là, on va devoir l'intégrer dans nos cours. Il a été lancé en janvier. Alors, ça n'a pas été fait. C'est très nouveau. C'est très, très nouveau. Et en plus de ça, on ne fait pas seulement ça, on fait un podcast, donc une balado-diffusion, qui s'appelle aussi Manuel pour changer le monde, que les gens peuvent télécharger gratuitement sur Apple, Samsung, n'importe quelle plateforme. Je vais le faire après là. Je vous y invite, parce qu'on a là alors que le livre est plus théorique, où on présente un peu notre vision du monde, dans la balado, on va rencontrer des gens qui essaient de changer le monde tous les jours dans différents milieux et de différentes provenances. Des sortes de témoignages de comment ils essaient. Comment ils font sur des termes sur des termes précis. On peut parler, j'ai un épisode récemment sur les fondations. Donc, les gens qui s'impliquent dans des fondations et qui veulent avoir un impact sur le monde par l'argent, bien sûr, les fondations ont beaucoup d'argent, distribuent de l'argent. Comment on fait ça? Et vous allez voir qu'il y a des fondations tout à fait surprenantes dont moi, j'avais jamais entendu parler. Est-ce que ça vient de chez nous ou c'est vraiment à l'international que vous êtes allé chercher pour faire on a les deux, à la fois des gens de la région ici, du Canada, et des gens de l'international. On essaie toujours d'avoir une variété d'invités. Fait que pour les podcasts, habituellement, on les a comme à chaque, peut-être pour certains, à chaque jour, à chaque semaine. Pour vous, comment ça fonctionne? Bien, je suis content que vous me le demandiez parce qu'on a 2 podcasts, en fait. Donc, on en a un en français qui s'appelle Manuel pour changer le monde, dont je vous parlais. Il y a 2 saisons. Ils sont toutes sortis tous les 2, alors vous pouvez aller les voir au complet. Et on a une saison en anglais qui est en cours de diffusion, qui s'appelle Roadmaps for Changing the World, donc qui porte, elle, sur les mêmes sujets, mais c'est d'autres entrevues. C'est animé par quelqu'un d'autre, c'est toute une autre structure, parce qu'on voulait une anglophone pour parler aux anglophones et un francophone, en l'occurrence moi-même, pour parler aux francophones. Donc, on a fait une toute autre émission et vous pouvez les diffuser. C'est diffusé tous les mardis. Donc, le prochain va être diffusé mardi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi que ça fait plaisir. Moi, je veux juste savoir, on a mentionné, les différents domaines dans lesquels ils pouvaient travailler, mais dites-moi plus concrètement, où est-ce que vos étudiants sont censés aller travailler quand ils sortent, à part les organismes? Bien, ils peuvent très bien travailler dans une ONG internationale. Ils peuvent très bien aller travailler dans le secteur public. Je vous parlais de notre collègue de l'immigration qui cherche des gens. Ils peuvent aller travailler là. Ils peuvent aller travailler dans les syndicats, être conseiller syndical. On forme exactement des gens pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Ils peuvent aller travailler dans une organisation qui défend le droit des femmes. Ils peuvent aller travailler demain matin dans, je sais pas moi, quelqu'un qui a un café qui veut avoir un angle social, qui veut organiser des événements. Nos étudiants peuvent faire ça. Il y a une variété de postes dans une variété de secteurs, à une variété de salaires extrêmement important. Après ça, ça dépend beaucoup de ce que la personne a envie de faire elle-même. Chose la plus importante, ils peuvent être leur propre patron et démarrer leur propre organisation. Vous avez parlé d'un petit café communauté ici. Ça peut être aussi un organisme sans but lucratif, ça peut être aussi une coopérative, ça peut être aussi une organisation privée. Ils ont toutes les possibilités et en plus, ils ont développé dans notre programme un réseau sur lequel ils peuvent s'asseoir pour pouvoir développer leur nouvelle organisation. Et puis vous permettez aussi de faire de belles connexions parce qu'avec les organismes et tout, là, je trouve que c'est fascinant. Juste par curiosité, j'ai eu un petit pincement au cœur pour être très sincère avec vous quand vous avez mentionné que dans vos classes, vous étiez 20. Oui. C'est dû à quoi? Est-ce que le programme n'est pas tellement connu? Je ne sais pas. Bien, c'est sûr que
on souhaite que le programme soit toujours plus connu, mais nous, on veut des petites classes parce qu'on a besoin de pouvoir bien connaître les étudiants et d'interagir avec eux. Donc, pour nous, c'est avantageux d'être un petit nombre. C'est bon, OK, d'accord. Donc là, pour avoir plus d'informations, je pense qu'il y a des portes ouvertes qui s'en viennent bientôt chez vous. Tout à fait, il y a des portes ouvertes qui s'en viennent. Allez sur le site web usaintpaul.ca et vous allez avoir toute l'information. J'ai envie de m'inscrire pour demain. Là, vous m'avez convaincu. Merci encore d'avoir pris le temps de nous expliquer. Je vous en prie, inscrivez-vous et même chose à vos auditeurs. Merci de m'avoir accueilli. Merci encore à vous. Donc, vous à la maison, si vous êtes intéressé par le programme d'innovation sociale, www.ustpaul.ca, c'est le site web à visiter et il y a des journées portes ouvertes qui s'en viennent. Rendez-vous là-bas pour avoir plus d'informations. On se voit après la pause, regardez. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Marie-Lune Fortin, qui est guérisseur. Elle nous parlera de sa propre expérience vers le chemin de la guérison. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'arrive plus à être concentrée là parce que ma boss est rentrée dans le studio avec des fleurs parce que ils sentent bon à part de ça. Oui, ça sent vraiment bon. Merci beaucoup. On est là pour féliciter Claude Andrea qui hier soir au prix Grand Maître a reçu le prix de nouvelle arrivante. Oui. Alors félicitations, merci. Ça vient de toute l'équipe. Merci Claude beaucoup. Andrea, il y a une carte, puis voilà ton prix. Puis comment on vit ça, avoir... Ça met beaucoup de stress. Pour vous dire vrai, là, j'étais assise, mais je n'étais pas concentrée, je n'étais pas sérieuse hier à la soirée. J'avais trop peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis quand j'ai entendu mon nom, de voir toute mon équipe qui était là, en train de me faire des halos, j'étais vraiment remplie d'émotions, de gratitude aussi. Là. Et puis tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas mis mon pied ici pour faire un stage. Exactement. On est super fiers de toi. On te souhaite une carrière longue et merci beaucoup. On est convaincus que tu réussiras tout ce que tu entreprends. Absolument. Merci beaucoup. Et puis franchement, là, je vous dis, je le dis peut-être pas souvent, là, mais c'est grâce à un stage que j'ai pu commencer. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Fait que je vous invite, bénévole, même bénévolement, ou bien pour venir vivre l'expérience ici, là. On vous invite parce que qu'est-ce qu'on fait ici, c'est pour vous, la communauté, qu'on le fait. Merci beaucoup. Je suis encore remplie d'émotions. Je vais prendre mes fleurs, rentrer à la maison. Je vous souhaite un bon week-end. On se voit lundi. Au revoir. Hey. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience.
dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.